Bonjour, nous sommes le lundi 29 septembre, il est 13h15, 13h30. Je réagis encore une fois à un programme sur France Culture concernant la cultivage droite-gauche. Et qu'est-ce que ça signifie pour l'astrologie, au regard de l'astrologie? Je pense qu'effectivement, il y a un mot qui a été employé dans cette émission où il y avait Michel Binoc, la question du populisme. Bon, populisme d'un côté, élitisme de l'autre. À mon avis, ça correspond bien au clivage. Il y a des périodes qui favorisent le populisme. Alors on va définir ce qu'on entend par là. Et d'autres qui favorisent l'élitisme. Comme les cafés philo auxquels je participe actuellement, c'est une notion très populiste en réalité. C'est une sorte d'affirmation, d'ailleurs j'ai écrit là-dessus, affirmation du peuple qu'il est capable de philosopher comme le feraient les philosophes. Et il faut laisser les gens parler, il faut les laisser parler chacun à son tour, et on va faire quelque chose d'extraordinaire. Astrologiquement, ça fait sens, astrologiquement. Ça correspond à ce que j'appelle dans mon système la phase de disjonction. La phase de disjonction qui est la chute des élites et le remplacement, j'emploie le mot remplacement au sens où on employait ce mot pendant la guerre de 14, où les femmes allaient remplacer les hommes dans les usines, ou pendant la guerre de 40, où il y a certains produits remplaçaient d'autres produits, ce qu'on appelait les ersatz, mot allemand qui signifie remplacer, prendre la place d'eux, s'asseoir à la place d'eux. Et on a là une logique intéressante. Par exemple, il est évident qu'en phase disjonctionnelle, non seulement on veut remplacer les gens qui sont en place, mais on ne veut pas les remplacer par d'autres dictateurs. On veut les remplacer par le populisme, c'est-à-dire par le peuple en marche qui va par lui-même avoir l'inspiration voulue. Ces périodes populistes, on ne peut pas s'en passer de cette façon, puisqu'elles correspondent à une éclipse de l'élite. L'élite n'est plus présente, l'élite est absente, physiquement, mentalement, elle n'est plus en possession de ses moyens, elle ne peut plus maîtriser la situation. Et quand je dis l'élite, ça veut dire l'oligarchie, ça veut dire la monarchie, ça veut dire la dictature, ça veut dire une classe qui domine. Il y a des moments où cette classe ne peut plus dominer, ne sait plus dominer, ne peut plus dominer. Et à ce moment-là, il y a le pis-aller, on va laisser le peuple prendre le relais. Mais ce n'est qu'un pis-aller, c'est ce que n'a pas compris Jean-Jacques Rousseau. Il croyait que le peuple était le point de départ. Et c'est là que j'arrive à une forme de révolution copernicienne. Effectivement, c'est pas l'élite qui tourne autour du peuple, c'est le peuple qui tourne autour de l'élite et qui se substitue à l'élite, un peu comme la nuit se substitue au jour et la lune se substitue au soleil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on associe souvent la lune à la foule en astrologie. Donc il y a une période lunaire qui est la phase disjonctionnelle, avec tous les expédients et toutes les illusions et les chimères que ça peut impliquer, et puis une phase solaire qui est la phase conjonctionnelle. Alors, en termes de droit constitutionnel, les choses ne sont pas simples. Mais c'est-à-dire que, par exemple, si on prend la Constitution de la Ve République, entre 1958 et 1962, elle a basculé avec l'élection au suffrage universel du président de la République, qui ne s'est d'ailleurs appliquée, mise en pratique qu'en 1965. Mais ça a modifié le rapport de force, aux dépens du peuple, justement, aux dépens du peuple. En 1968, on a une nouvelle vague populiste. En 1989, on a une vague populiste qui se solde, qui se manifeste essentiellement par
la chute des dirigeants, des dictateurs. La chute de Ceausescu, par exemple, à Bucarest. Entre autres. On les met à bas. Parce qu'il y a une lutte, comme dirait Marx, il y a une lutte des classes. Mais cette lutte des classes, c'est bien cela dont il s'agit. C'est la lutte entre le peuple et l'élite. L'élite qui ne le remplace pas véritablement, c'est ça le problème. C'est là qu'il y a une nouveauté dans ma pensée politique. L'élite ne remplace pas, le peuple ne remplace pas l'élite. Ou plutôt, l'élite ne remplace pas le peuple, l'élite n'est pas simplement le délégué du peuple. Elle en est véritablement la matrice. Et le peuple ne peut qu'essayer, par d'autres moyens qui sont les siens, de faire à peu près ce que faisait l'élite. On retrouve ça d'ailleurs quelque part dans le clivage entre judaïsme et christianisme, entre l'idée de peuple élu et une sorte de second Israël qui prendrait sa place, qui le remplacerait, et qui aurait une base beaucoup plus large, beaucoup plus spatiale que temporelle. On n'est plus dans le lignage, dans l'hérédité, on est dans le prosélytisme, dans l'universalisme, le catholicisme. Alors, il faudrait donc avoir conscience de cela, et donc dépasser Rousseau, dépasser la notion de souveraineté populaire. Cela dit, ça n'empêche pas du tout qu'en phase populiste, il y ait des élections, effectivement, pour que le peuple ait ses représentants. Mais c'est un système qui est propre à cette catégorie, à cette période. En élisant des représentants, le peuple se donne l'illusion de pouvoir constituer sa propre élite en lui conférant une légitimité qu'elle n'aurait pas eue autrement, puisque ce ne serait plus une légitimité immanente, qui venant du peuple, ce serait une légitimité transcendante, qui vient du ciel, qui vient de Dieu, ce qui est effectivement la démarche élitiste. Astrologiquement, d'ailleurs, ça se défend. Effectivement, ce sont les astres qui font que certaines personnes sont capables de les capter, d'en prendre l'énergie, d'en véhiculer, d'en convoyer l'énergie. Et quand la réception ne se fait plus, eh bien à ce moment-là, on est obligé de passer au peuple. Le peuple, lui, qui ne dépend pas des astres, qui ne dépend pas de ce que les Hébreux appellent le mazal, mais dépend tout simplement de ce qui est immanent, de ce qui est sublunaire, de ce qui est terrestre, en opposition à ce qui est céleste. Alors, au niveau du droit constitutionnel, on pourrait imaginer en effet d'abord que le droit constitutionnel que les élections n'aient pas lieu n'importe comment, n'importe quand. Les élections ne font sens qu'en phase disjonctionnelle. Voilà ce que je pense. Plus exactement, il faudrait qu'il y ait des élections. D'ailleurs, le bicaméralisme, c'est cela. On vient ce dimanche, justement, d'élire renouveler le Sénat. C'est là dont il s'agit. Le Sénat correspond à la phase élitique. Les sénateurs sont élus par une certaine élite, alors que l'Assemblée nationale est élue au suffrage universel. Donc, il faudrait qu'il y ait une alternance des deux chambres, avec en phase conjonctionnelle l'élection du Sénat, qui élirait son président, qui serait le président de la République, en quelque sorte. Et puis, 4 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, avec la phase disjonctionnelle, une élection au suffrage universel de l'Assemblée nationale, qui élirait son président public, selon le schéma de la Ve République en 1958, avant qu'il n'ait été amendé et corrigé par le référendum qui modifiait l'élection du président de la République. Donc, il faudrait
ce genre de système, il faudrait adapter le bicamérisme à, qui correspondrait en fait compte à une vérité fondamentale. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, enfin si, c'est par hasard, que les élections sénatoriales viennent d'avoir lieu et qu'elles amènent une majorité de droite au Sénat, avec un président du Sénat qui sera donc le deuxième personnage de l'État, qui pourrait être effectivement Raffarin, alors que justement on est en phase conjonctionnelle. Mais le problème, c'est que ce président du Sénat n'est pas le président de la République, sauf s'il y avait des missions de président de la République. Comme ça s'est produit en 1969, lorsque De Gaulle a quitté le pouvoir et qu'il a laissé la place pendant quelques mois à Poher, Alain Poher, avant que Pompidou ne soit réélu président de la République. Voilà, donc le bicamérisme représente, mais de façon un petit peu faussée, et on le retrouve notamment en Angleterre, comme on le sait, avec la Chambre des Lords et la Chambre des communes, mais il faudrait que, dans les deux cas, le président de la République, ou le Premier ministre, enfin on peut l'appeler comme on veut, effectivement, si bon, qu'il soit uniquement là pour représenter les institutions, ce qui est un peu le cas aussi, parce que nous avons connu dans bien des cas la cohabitation. Donc on peut laisser là, bon, le président de la République ne devrait pas avoir de pouvoir important. Voilà. Donc ça c'est un point clair. Comme c'est le cas d'ailleurs en Allemagne, par exemple. Bon, c'est le cas en Italie. Mais le Premier ministre, ou le président du Conseil, comme on voudra l'appeler, doit émaner alternativement du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ou d'autres choses. Aux États-Unis aussi, on a cette dichotomie, pour des raisons diverses. Mais on a aussi le Sénat et la Chambre des représentants. Mais curieusement, ce concept de bicamérisme, moi-même qui ai fait beaucoup de droit, de sciences politiques, quand j'étais très jeune, n'a jamais été associé à une dualité de la société, véritablement, encore que, peut-être. Il n'a jamais été intégré, en tout cas, comme une espèce de processus d'alternance au niveau de l'élection du président de la République. Donc moi je suis en gros pour un président de la République élu pour 4 ans, et alternativement par le Sénat, avec le mode d'élection qui est celui du Sénat, bien entendu, et par l'Assemblée nationale, avec le mode d'élection qui est celui de l'Assemblée nationale.